je pense que ma voix va porter parce que j'ai l'habitude de travailler dans l'université française et l'université française est pauvre. Et donc on a très peu de microphones et je dois m'adresser à des amphithéâtres. Donc j'espère que même dans le couloir on parvient à m'entendre. En tout cas non, je ne suis pas juif et je n'ai aucune intention de me convertir, ne serait-ce que pour que les gens qui me disent « mais pour parler comme ça, vous devez être juif », je puisse leur répondre « non, je ne suis pas juif, je suis simplement humaniste, j'ai des valeurs, je respecte certains principes éthiques, et vous ?» Alors, Didier, moi je trouve que parfois c'est quand même un petit peu loin dans l'anti-obamisme primaire, j'allais dire, parce que vraiment je crois que vous l'aimez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de son dernier discours, où là il a j'allais dire, franchi encore une étape en demandant à Israël de se retirer sur les lignes de 1976. Lequel le dernier? Celui d'avant de vendredi. Celui d'il y a 2 jours. Il en tient un aujourd'hui à l'AIPAC. Je ne l'ai pas encore entendu. Avec le décalage horaire, je ne sais pas s'il l'a déjà tenu. Oui. Bon, il a dit la même chose ou il a changé? Ah, oui, mais bon. Comme disait Lénine, qui fait partie de ses maîtres à penser, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, ça fait toujours un pas en avant. Et je pense que c'est un léniniste en profondeur. Alors pourquoi? Ce n'est pas une question d'amitié ou d'inimitié vis-à-vis de Barack Obama. Je ne le connais pas. Je n'ai aucune intention de le connaître, même de très loin. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il aurait envie de me rencontrer non plus. Simplement, je connais tout le passé de Barack Obama. Et quand on a été pendant 30 ans dans certains milieux, que pendant 30 ans on a eu certaines fréquentations, je pense qu'il ne s'agit pas de coïncidence, je pense qu'il s'agit d'une démarche et d'une ligne de pensée. Et l'un de mes précédents livres, que je n'ai pas ici, hélas, je ne pouvais pas tout amener avec moi, s'appelle « La résistible ascension de Barack Obama ». Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Parce que plus j'ai étudié le passé de Barack Obama, et plus je me suis dit qu'il y avait des proximités entre Barack Obama et le personnage d'Arturo Ui chez Bertolt Brecht. L'un et l'autre ont commencé leur carrière dans les bas-fonds du sud de Chicago. L'un et l'autre ont voulu aller très loin. L'un et l'autre ont été truands, ou au moins ont fréquenté des truands. Le truand favori de Barack Obama s'appelle Tony Resko, né à Damas en Syrie, pourvoyeur de fonds à différentes organisations et qui est actuellement sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation aux États-Unis pour détournement de fonds, extorsion de fonds, chantage, abus de pouvoir. Il y en a quelques autres sans doute, mais enfin ça fait partie des chefs d'inculpation pour Antoine Tony Resko. Et Barack Obama a la particularité d'avoir été dans le cabinet d'avocats où il a travaillé, c'est le seul emploi qu'il a occupé pendant le Community Organizer, l'avocat personnel d'Antoine Tony Resko, qui a été l'un des principaux contributeurs à ses premières campagnes électorales. Donc il y a des proximités non seulement avec certains milieux très douteux, mais aussi avec le grand banditisme. Donc il y a vraiment des relations. Et en plus, le personnage d'Arturo Ui apprend à parler très bien, apprend à s'habiller très très bien. Et Barack Obama aurait pu faire gravure de mode, à la limite, ça aurait été un immense avantage pour la société américaine et pour le reste du monde, parce qu'il n'aurait pas eu à parler ni à influer sur les décisions politiques. Et pourquoi est-ce que j'ai aussi eu cette démarche vis-à-vis de Barack Obama? Parce que si je rajoute un certain nombre de noms dans son passé, ça devient accablant. Et je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Je pourrais citer son principal associé dans toutes les associations dans lesquelles il a travaillé comme organisateur de communauté. Le mot organisateur de communauté, en fait, signifie agitateur social. Disons que dans le contexte français, on appellerait Olivier Besancenot ou des gens de ce genre-là, ou Arlette Laguiller, organisateur de communauté. C'est cela la profession essentielle qu'exerçait Barack Obama. Et avec qui a-t-il travaillé? La principale personne avec qui il a travaillé, qui a sans doute été l'écrivain fantôme, le nègre, entre guillemets, de ces 2 livres.
des 2 livres qu'il a publiés jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui s'appelle Bill Ayers. Bill Ayers, vous ne connaissez peut-être pas. Bill Ayers, ça a été le fondateur d'un groupe qui s'est appelé les Weathermen dans les années 60 aux États-Unis. Et les Weathermen, comme le nom ne l'indique pas, ce n'étaient pas des météorologistes, c'était des gens qui faisaient des attentats terroristes contre des bâtiments du gouvernement fédéral, contre des bâtiments de la police, contre des bâtiments du FBI. Et cette personne ne s'est jamais repentie de ses actes. Ce qui lui vaut d'être en liberté, c'est un vice de procédure pénale. Sinon, il serait en prison à vie pour ses actes. Là, il n'est pas en prison à vie, il est professeur de pédagogie à l'université de Chicago. Et il a été l'associé de Barack Obama pendant des années. Ce n'est qu'un nom parmi une multitude d'autres. Je pourrais rajouter celui de Jeremiah Wright. Je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser du temps pour les questions. Mais Jeremiah Wright a été le principal conseiller spirituel de Barack Obama. Et c'est lui qui a converti Barack Obama au christianisme. Bon. Barack Obama est devenu chrétien à l'âge de 24-25 ans à peu près. Bon. Avant, il était musulman. Bon, il est, à mon avis, toujours un peu, hein, sur les bords, ou même plus que sur les bords, mais enfin, toujours est-il qu'il s'est converti au christianisme, mais il faut voir dans quelle église. L'église en question s'appelle la Trinity United Church of Christ, et le pasteur de cette église a été jusqu'à l'an dernier quelqu'un qui s'appelle Jeremiah Wright. Si vous cherchez sur YouTube les discours de Jeremiah Wright, vous verrez qu'il est anti-américain, qu'il est antisémite, qu'il est radicalement anti-israélien. Et ça a été le principal conseiller spirituel de Barack Obama, il le reconnaissait lui-même, jusqu'en 2008. C'est lui qui a marié Barack Obama, c'est lui qui a baptisé les filles de Barack Obama. Donc ce ne sont que quelques noms. Je pourrais rajouter, par exemple, celui de Rashid Khalidi. Rashid Khalidi, vous connaissez peut-être pas, maintenant il est professeur à l'université de Columbia à New York, professeur d'histoire du Proche-Orient, mais il a été le responsable de l'agence de presse palestinienne Wafa à Beyrouth jusqu'en 1982, où grâce à François Mitterrand, Yasser Arafat a pu partir prendre de longues vacances vers Tunis. Ensuite, Rashid Khalidi est devenu responsable du bureau de l'OLP à Washington. Et ensuite, il est devenu professeur du même sujet, c'est-à-dire histoire du Proche-Orient, à l'université de Chicago, encore. La même, celle de Bill Ayers. Comme ça, ils pouvaient se retrouver, ils avaient des points communs ensemble. Et ça a été le meilleur ami de Barack Obama pendant que Barack Obama était à l'université de Chicago en dehors de Bill Ayers. Bon, je pourrais rajouter le nom de Khalid Mansour, qui a été le principal financier des études universitaires de Barack Obama et qui est le fondé de pouvoir d'un certain nombre de familles saoudiennes et qui a des liens avec des organisations de charité islamique qui sont, disons, très connectés à des mouvements qu'en France on appelle activistes, mais que moi j'appelle terroristes. Je pourrais en rajouter quelques autres, mais je n'accablerai pas ce brave homme. Hein. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Il m'en reste pas beaucoup, mais enfin je lui laisserai le bénéfice du doute. Bon, pour ce qui concerne son dernier discours, je ne sais s'il est revenu dessus devant l'AIPAC. Je pense qu'il n'aurait pas pu tenir le même discours que celui qu'il a tenu il y a 2 jours devant l'AIPAC. Mais c'est le fond de la pensée de Barack Obama depuis le départ, depuis des années. On ne travaille pas avec des mouvements comme celui incarné par Rashid Khalidi, sans avoir certaines idées. En dehors de Rashid Khalidi, d'ailleurs, il y a un autre mouvement avec lequel Barack Obama a travaillé, qui a donné un site internet, et on retrouve le pouvoir d'internet, qui s'appelle Electronic Intifada. Je n'ai pas besoin de traduire, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Et donc, la personne qui s'occupe de ce site s'appelle Ali Abounima. Et ça a été c'est resté un ami très proche de Barack Obama. Donc Barack Obama a, dirais-je, entre guillemets, parce que je mets toujours des guillemets quand j'utilise ce mot, une vision palestinienne du Proche-Orient et une vision islamique du Proche-Orient. Il l'a toujours eu, oui, même on peut dire du monde, et il n'a donc pas changé. Et depuis son entrée à la Maison-Blanche, il a dit « Mon plan de paix, c'est le plan de paix saoudien ». Et le plan de paix saoudien, il a été exposé par des membres de la famille royale saoudienne, mais il a été repris aussi aux États-Unis par 2 des principaux conseillers de Barack Obama dans le monde journalistique, Fareed Zakaria, qui a été rédacteur en chef de Newsweek jusqu'à il y a 1 an, quand Newsweek a fait faillite, et qui est maintenant à CNN, et puis d'autre part,
Thomas Friedman, qui est le principal éditorialiste du New York Times. Et ce plan de paix saoudien, c'est quasiment ce qu'il a dit il y a 2 jours dans son discours. C'est-à-dire que la paix peut venir avec le retour aux frontières de 1967, qui, comme vous le savez, n'ont jamais été des frontières, ne sont que les lignes d'armistice de 48-49. Mais pour Barack Obama, ce sont des frontières, il le dit dans tous les discours, comme les Saoudiens et comme un certain nombre d'autres gens. Et puis d'autre part, règlement de la question de Jérusalem par division de Jérusalem, retour des lieux saints sous une forme de contrôle international, sans doute par quelque chose comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, connu pour ce respect des droits de l'homme. La Syrie ne vient pas d'y être admise parce qu'elle a attendu un petit peu, mais bon, dès qu'il y aura 2 ou 3 000 morts de plus et que Bachar el-Assad aura prouvé qu'il était un réformiste, comme on l'appelle à la Maison-Blanche, il pourra avoir son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, ça c'est la ligne de Barack Obama. Et dans le plan de paix saoudien, il y a la question des réfugiés. Et la question des réfugiés, dans le plan de paix saoudien, pris au sens strict du terme, tous les réfugiés doivent revenir. Vous savez, ces gens qui sont partis 500 000, vous êtes très bien placés pour le savoir, et qui, ayant subi un génocide effroyable, veulent revenir 5 millions. Mais alors, quand même, Guy Milliard, bon d'abord cette porosité avec la mafia, c'était par exemple aussi le cas de Kennedy, on ne peut pas non plus lui, comment dirais-je, résumer toute sa personnalité à cela. Et enfin, quand vous parlez des frontières 67, c'est une position de toute une partie de la classe politique israélienne. On peut le déplorer, mais bon, c'est un fait. Est-ce que ça en fait pour autant, comme vous semblez souvent le sous-entendre, quelqu'un d'antisémite et de foncièrement anti-israélien? Je pense qu'il est foncièrement anti-israélien. Et s'il n'est pas antisémite, je me demande comment il a fait pour aller à l'office tous les dimanches en écoutant le pasteur Wright. Parce que le pasteur Wright ne parle jamais de juifs, il ne dit jamais le mot Jews. Il dit toujours Haimi, ce qui traduit en français argotique veut dire youpin. Bon, donc quand vous avez un pasteur qui emploie ce type de mots dans chacun de ses sermons où il parle des juifs, et il y en a beaucoup, ou bien vous ne prêtez pas attention, ou bien vous avez peut-être un Walkman dans les oreilles, ou bien vous avez un besoin urgent quand ils vont prier ce mot, ou bien vous êtes malhonnête. J'opterais pour le fait qu'il est malhonnête et qu'il sait parfaitement ce que sont les positions de Jeremiah Wright, et je pense qu'il est foncièrement antisémite. Et ce n'est pas parce qu'il a des membres de la communauté juive autour de lui, et encore qu'il y en a de moins en moins, qu'il n'est pas antisémite. Comme vous le savez, il y a des juifs antisémites. À mes yeux, des gens comme Noam Chomsky ou Norman Finkelstein sont des juifs antisémites. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais que si Barack Obama allait jusqu'au bout de sa pensée, il serait pour l'application du plan de paix saoudien in extenso. Simplement, dans le contexte américain, il va aussi loin qu'il peut aller. Il sait jusqu'où il ne peut pas aller, d'une certaine manière. Mais fondamentalement, ça me semble être cela, ses positions, et je pense que son objectif fondamental, mais je m'empresse de le dire, qu'il ne l'atteindra pas, c'est la destruction d'Israël, parce que son objectif, c'est la stabilité planétaire, et la stabilité planétaire telle qu'il la conçoit, c'est une stabilité planétaire qui reposera sur l'Organisation des Nations Unies telle qu'elle est aujourd'hui, sur un affaiblissement des États-Unis, et sur un cartel de régimes autocratiques ou dictatoriaux auxquels il fera confiance, à condition que ce soit des régimes anti-américains. C'est-à-dire qu'un dictateur commence à avoir des qualités pour Barack Obama quand il est anti-américain, quand il est anti-occidental, quand il est radicalement anti-israélien. C'est-à-dire qu'un dictateur comme Ben Ali en Tunisie ou comme Hosni Moubarak en Égypte, ce sont de mauvais dictateurs parce qu'ils avaient des liens avec le monde occidental. Hosni Moubarak en plus maintenait tant bien que mal un traité de paix avec Israël, tandis que Bachar el-Assad est un bon dictateur parce que Bachar el-Assad est sur des positions radicalement différentes. Et c'est pour cela que, au moins à 4 reprises, Barack Obama, et je ne parle pas de Hillary Clinton qui a tenu le même discours, ou du porte-parole de la Maison-Blanche, a parlé de Bachar el-Assad, alors qu'on tirait dans la foule à Damas et dans les autres villes du pays, comme d'un réformiste. Si j'ai employé le mot tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez le retrouver. Vous tapez Assad, réformiste, Obama, vous aurez toutes les références sur Google. Et
justement, c'est la question que je vais vous poser. Vous savez qu'Obama a beaucoup déçu en fait les Palestiniens et les Arabes. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'ait pas réussi à atteindre les objectifs dont vous parlez? Qu'est-ce qui l'empêche finalement de forcer Israël à accepter ces accords? L'objectif des Palestiniens, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de peuple palestinien, c'est une invention de 1967 qui s'est faite dans les officines du KGB et des services de propagande égyptiens. L'objectif, c'était de créer un instrument, une arme pour détruire Israël. Et je pense que l'essentiel des dirigeants du monde arabe ne seront satisfaits de rien, sauf de la destruction d'Israël et d'une forme de génocide du peuple juif. C'est cela. Bon, ce sont des gens qui sont des génocidaires à mes yeux. Ça doit être dit explicitement. Je n'ai aucune confiance en aucune de ces personnes. Pour moi, Bachar el-Assad est une pourriture, mais Mahmoud Abbas ne vaut pas mieux. Mahmoud Abbas tient un double ou un triple discours, cela dépend de son interlocuteur. Il peut dire une chose en anglais et la même chose 5 minutes après en arabe, ou le contraire en arabe. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Pour moi, à la limite, le rapprochement entre l'autorité palestinienne et le Hamas, c'est quasiment une bonne chose, parce qu'au moins les choses sont claires. On sait à qui on a affaire. Il n'y a jamais eu, je le pense, de partenaire pour la paix pour Israël. Ceux qui le pensent, à mes yeux, sont des idiots utiles, au sens où Lénine en parlait. À mes yeux, il n'y a que des partenaires pour la guerre. Et ce qui a commencé avec le processus d'Oslo, ça a été la guerre menée par d'autres moyens. La guerre, ça peut se mener par les armes, ça peut se mener aussi par la propagande. Et l'objectif des dirigeants palestiniens actuellement, à mes yeux, c'est d'obtenir une forme de rouleau compresseur contre Israël, de diabolisation d'Israël, de délégitimation d'Israël. Et Barack Obama a largement participé à ce mouvement. Il a participé à la diabolisation d'Israël depuis son arrivée, en tenant un discours rendant Israël responsable de quasiment tous les problèmes du Proche-Orient, voire d'au-delà du Proche-Orient. La seule chose, comme je l'ai dit dans d'autres conférences, qu'il n'a pas attribué à Israël, dont il n'a pas attribué la responsabilité à Israël, cela a été la crue du Mississippi récemment, et encore, oui, et le réchauffement global dont il m'arrive encore de parler, bien qu'il n'y ait jamais eu de réchauffement global. Mais en dehors de cela, tous les péchés du monde ont été attribués à Israël. À chaque fois que vous aviez un appartement avec une fenêtre de plus dans Jérusalem-Est, cela créait des morts supplémentaires en Irak, en Afghanistan, cela créait de l'islamisme au Pakistan, cela créait des tensions avec l'Iran, cela a créé des tensions et des difficultés avec la Turquie. Si vous reprenez l'ensemble des discours de Barack Obama, il n'a cessé dans tous ses discours de diaboliser Israël. Et ce discours a été reçu 5 sur 5 dans le contexte européen. Les dirigeants européens n'attendaient que cela pour se lâcher. Quand il y avait des dirigeants américains plus modérés, les dirigeants européens devaient quand même modérer leur discours. Là, ce n'est plus du tout le cas. Depuis que vous avez l'accord entre l'autorité palestinienne et le Hamas, des dirigeants comme les dirigeants français ou anglais disent « mais c'est le signe qu'il faut encore aller davantage dans la direction de la création rapide d'un État palestinien et c'est le signe que le Hamas s'est affaibli ». Bien évidemment, alors que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en Égypte et que le Hamas est la branche palestinienne entre guillemets des frères musulmans, ils sont très affaiblis en ce moment. Ça ne fait strictement aucun doute. Il faut être Nicolas Sarkozy pour penser cela et pour dire cela. Je reviens sur ma question. Il n'a pas réussi à forcer Benjamin Netanyahou à se plier à ces conditions. Comment vous expliquez cette relative faiblesse, j'allais dire, des Américains Je pense que Benjamin Netanyahou est dans une situation difficile, mais je pense qu'il fait tout ce qu'il peut pour résister sans se faire mettre en tort par Barack Obama, qui n'attend que ça, qui n'attend qu'une occasion de le déstabiliser, de trouver le moyen qu'il soit renversé et de trouver le moyen de le faire remplacer par quelqu'un qui serait plus souple et qui accepterait de jouer le rôle d'idiot utile. Ça, je pense que c'est le rêve de Barack Obama, mais ce rêve n'a pas marché jusqu'à présent et je pense qu'il ne marchera pas. Je pense que Benjamin Netanyahou a l'attitude la plus intelligente qu'on puisse avoir dans le contexte actuel. Je pense que la réponse qu'il a faite il y a 2 jours au discours de Barack Obama était, dans le contexte actuel, je le précise, la meilleure réponse qu'il puisse faire. Et encore, cette réponse, je la trouve, pour ce qui me concerne, trop modérée en soi. Mais
je dirais que cette réponse-là, elle était définie dans la presse européenne comme une réponse arrogante, un affront au plus merveilleux des présidents des États-Unis que la Terre ait jamais porté. Et vous avez eu le même type de réaction dans toute une partie de la presse américaine. Et il faut voir qu'au sein de la communauté juive américaine, il y a des dirigeants qui continuent à vouloir fermer les yeux, à s'aveugler volontairement sur le discours de Barack Obama. Abraham Foxman, qui est à la tête de l'Anti-Defamation League, a dit qu'il ne fallait pas prendre trop au sérieux le discours de Barack Obama il y a 2 jours. Comment peut-on ne pas prendre au sérieux un discours de ce genre-là venant du président des États-Unis? Comment peut-on ne pas le prendre au sérieux quand ce même président, dans son discours, dit que ce qui se passe dans le monde arabe, c'est un merveilleux vent de liberté et de démocratie? Bon, où est-ce qu'il voit ce vent de liberté et de démocratie? Est-ce qu'il le voit en Tunisie, où le parti Ennahda gagne de plus en plus d'importance? Est-ce qu'il le voit en Égypte, où les frères musulmans sont aux portes du pouvoir? Est-ce qu'il le voit au Yémen, où ce n'est pas simplement les frères musulmans qui sont aux portes du pouvoir, mais aussi Al-Qaïda? Où est-ce qu'il voit ce printemps islamique? Est-ce qu'il va se cacher derrière l'exécution de Oussama Ben Laden? Peut-être. Mais cette exécution, elle ne doit laisser personne dupe. Je dirais que tout indique, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans des articles que j'écrirai quand j'aurai fini cette série de conférences, tout indique que l'exécution de Oussama Ben Laden a reposé sur une division au sein d'Al-Qaïda entre 2 tendances. La tendance incarnée par Ayman al-Zawahiri, le second d'Oussama Ben Laden, et Ben Laden lui-même. Ben Laden était toujours sur la ligne, il faut organiser des attentats contre le monde occidental. Ayman al-Zawahiri, voyant que les frères musulmans dans plusieurs pays sont aux portes du pouvoir, s'est dit une autre stratégie est peut-être possible, et il envisage très sérieusement une alliance d'Al-Qaïda avec les frères musulmans pour reconstituer ce qui est l'objectif fondamental d'Al-Qaïda, l'expulsion des États-Unis du Proche-Orient. Mais enfin, je dirais que sur ce plan, avec Obama, c'est quasiment une auto-expulsion, et d'autre part, la reconstitution du califat. Et cette perspective, c'est aussi la perspective des frères musulmans. La différence entre eux était une différence de stratégie. Et actuellement, apparemment, Ayman al-Zawahiri se rapproche de la stratégie des frères musulmans. Or, comme par hasard, Barack Obama est aussi sur la stratégie des frères musulmans et soutient la prise du pouvoir par les frères musulmans. C'est cela qu'il appelle démocratie dans la région. Donc concrètement, nous sommes dans une situation extrêmement grave, extrêmement effroyable, et dans le contexte européen, dans le contexte où je vis une bonne partie de mon temps, je dirais que vous n'avez plus un seul journal dans la grande presse, dans la plupart des pays européens, qui ne soit pas imprégné d'antisionisme, d'un antisionisme qui flirte avec l'antisémitisme. Et si le dernier livre que j'ai écrit, je lui ai donné un titre qui a paru choquant, je crois que c'est Abraham qui m'avait posé une question sur ce sujet, c'est parce que précisément j'ai voulu choquer les consciences dans le contexte européen. Je me suis dit, il faut dire à ces gens, mais n'avez-vous pas honte de la façon dont vous raisonnez? N'avez-vous pas honte de la façon dont vous vous comportez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où la diabolisation d'Israël fait que de plus en plus de gens en Europe souhaitent explicitement la destruction d'Israël et pensent que sans Israël, il n'y aura plus de problème au Proche-Orient. Tous ces gens sont prêts à se coucher devant l'islam radical. Tous ces gens laissent remonter parmi eux l'antisémitisme, qui est de plus en plus ouvert, de plus en plus apparent. Les déclarations de Lars von Trier, récemment au Festival de Cannes, sont tout à fait significatives de ce qui se passe dans les pays scandinaves, en particulier, puisque Lars von Trier vient du Danemark. Vous avez aussi, dans le contexte européen, une volonté d'édulcorer le souvenir de la Shoah. C'est-à-dire qu'on dit, il n'y a pas que cela dans la vie. Quand vous avez des cérémonies de commémoration de la Shoah, on dit « Ah, mais il y a eu beaucoup plus grave sur la surface de la planète. Regardez le commerce triangulaire, le commerce d'esclaves. Ou alors, regardez l'ensemble des morts qu'il y a en Afrique tous les jours, etc. » Et je vois dans les commentaires en dessous d'articles dans des journaux comme Le Monde ou Le Figaro, des commentaires d'un goût exquis comme « Ah, mais il n'y en a que pour les Juifs. » J'ai lu cela dans des commentaires. Nous sommes dans cette situation. Donc à partir de là, j'ai relu
les ouvrages de Léon Poliakov, l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, et je me souviens que dans cette histoire, je l'ai relu d'ailleurs, je n'ai pas eu besoin de m'en souvenir, je m'en souvenais, mais j'ai concrétisé cela en relisant le livre. Léon Poliakov dit, pour qu'il y ait eu la Shoah, il faut qu'il y ait eu une préparation mentale des gens. Et je dirais que ce que je vois monter dans le contexte européen, c'est une préparation mentale des Européens à quelque chose du même genre. Et donc c'est pour cela que j'ai appelé ce livre comme si se préparait une seconde Shoah. Mais je m'empresse de dire que si j'ai mis comme si, c'est parce que je sais que cela n'arrivera pas, et que cela n'arrivera pas parce que, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je sais qu'Israël est fort, je sais qu'Israël est debout, je sais qu'Israël est vigilant, et je sais que le peuple américain, au-delà de Barack Obama, hélas pas vraiment parmi les dirigeants de la communauté juive, est fidèlement et d'une manière déterminée et claire aux côtés d'Israël. Et cela se voit et cela se verra de plus en plus. Et quand vous parlez des révolutions dans le monde arabe, j'entends ce danger de l'islamisme, effectivement, que tout le monde perçoit, mais qu'aurait dû faire Barack Obama, qu'auraient dû faire les États-Unis? Parce que finalement, Moubarak, c'était pas un enfant de cœur. Je veux dire, il massacrait ses opposants, la presse est toujours d'ailleurs remplie de caricatures antisémites. Il avait un discours sur Israël qui était quand même très très dur. Est-ce que on a assisté quand même à un vrai mouvement populaire, une aspiration des peuples à la liberté? Comment devaient se positionner les États-Unis par rapport à ça? Ils devaient soutenir ces dictateurs? Ce qui s'est passé, c'est que ça a été des émeutes de la faim. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des émeutes de la faim? Il y a eu des émeutes de la faim, en bonne partie, je ne veux pas accabler Barack Obama, mais en raison de politique de Barack Obama. Pourquoi est-ce que le prix du pétrole a monté autant ces derniers mois et ces dernières années? Parce que Barack Obama a décidé un moratoire complet vis-à-vis de toute forme de forage et d'exploitation pétrolière aux États-Unis ou dans le golfe du Mexique. Les entreprises pétrolières, on ne le dit pas ailleurs qu'aux États-Unis, mais les entreprises pétrolières du Texas, de Louisiane, du Mississippi, travaillent maintenant pour des pays comme le Brésil, parce qu'aux États-Unis, elles sont en chômage technique. Voilà, donc ça fait partie des choses qui se sont passées. On n'a pas beaucoup reproché à Barack Obama la gestion de l'explosion de la plateforme pétrolière de BP. Mais il s'est passé plus d'un mois entre le moment où le pétrole est arrivé sur les côtes américaines et l'explosion de la plateforme. Il y avait des moyens d'empêcher que cela débouche sur des conséquences graves. Pourquoi est-ce que Barack Obama a laissé faire? Parce qu'il voulait mettre en place ce type de loi et qu'il a réussi à les mettre en place. Donc vous avez, dans des États comme les États que j'ai cités, c'est-à-dire Texas, Mississippi, Louisiane, des gens qui sont au chômage technique, qui doivent toucher des allocations au chômage, qui doivent bénéficier de bonne nourriture, alors qu'avant ils travaillaient. C'est une politique déterminée et voulue. Et quelle est la conséquence de l'augmentation du prix du pétrole? Et quelle est la conséquence aussi d'autres lubies écologistes, comme l'utilisation de l'éthanol, l'augmentation du prix des matières premières agricoles, donc l'augmentation des denrées alimentaires. Et quand vous avez une augmentation très forte du prix des denrées alimentaires, dans les pays où les gens sont à la limite de la pauvreté, cela crée des famines. Et quand vous avez des famines, vous avez des révoltes. Et concrètement, il y a des éléments qui montrent que le département d'État et le Conseil de sécurité des États-Unis, sous l'égide de Samantha Power, dont je reparlerai dans un instant si vous voulez, parce que c'est quelqu'un de très intéressant à observer de près, mais sous vitre, sans ça on peut être contaminé. Donc, cette personne a réuni des gens qui étaient des opposants en Égypte, en Tunisie en particulier. Donc il y a une influence des États-Unis. Donc la démocratisation dans ces pays aurait été envisageable dans le cadre de la doctrine Bush, dont j'ai eu l'occasion de parler de très nombreuses fois. Elle aurait été concevable dans le cadre d'un leadership américain, digne de ce nom. Mais actuellement, on n'assiste pas à cela. Actuellement, il y a eu des émeutes de la faim, et il y a eu un lâchage complet de la situation de la part des États-Unis, avec en sous-main un discours favorable aux frères musulmans et à l'islam radical. Et ce discours favorable à l'islam radical, il ne date pas de ces révolutions arabes, entre guillemets, qui ne sont pas des révolutions. Vous en trouvez tous les composants, tous les ingrédients dans le discours du Caire en juin 2009. Quand Obama a tenu ce discours, dans les journaux français, il n'y avait que la version expurgée du discours. Donc j'ai écrit des articles sur le sujet. Il y a des gens qui me disaient « Mais non, c'est pas vrai, Obama n'a jamais dit ça ». Je devais leur envoyer des extraits du discours
en leur disant « Je ne vous les traduis pas, ils sont en anglais, mais si vous voulez les traduire, traduisez-les », pour qu'ils voient vraiment ce que Barack Obama a dit. Et dans ce discours, tout était déjà clair. Quand vous regardez les comparaisons qui avaient été effectuées pour ce qui concernait Israël, elles étaient tout à fait explicites. Dans le discours du Caire, Barack Obama comparait le conflit israélo-arabe à la situation du Sud américain d'avant la guerre de sécession. Donc autrement dit, vous tous ici, vous êtes des maîtres d'esclaves, et les Palestiniens sont vos esclaves que vous fouettez à longueur de journée. Sans doute aussi les Arabes israéliens. Et donc, à partir de là, la seule solution, c'est quelque chose qui serait l'équivalent de la guerre de sécession. Cette guerre de sécession imaginaire, elle a été pensée précisément par des gens comme Samantha Power, que je citais il y a un instant, qui a dit « Si Israël ne fait pas le nécessaire, il faudra une intervention armée internationale pour imposer la situation à Israël, pour imposer le résultat à Israël. » Et je dirais qu'on n'en est pas très loin dans le discours de Barack Obama il y a 2 jours, puisque Barack Obama a parlé d'un État palestinien dans les frontières de 1967 qui serait démilitarisé, mais la sécurité sera assurée par des forces comme les forces de l'ONU. Ces forces qui servent de bouclier humain aux gens du Hezbollah au sud du Liban. Donc vous auriez des boucliers humains pour les terroristes palestiniens qui seraient fournis aux frais de la communauté internationale. Bon, je pourrais continuer assez longuement dans cette direction, mais nous sommes dans cette situation, et donc nous ne sommes pas dans une situation où la situation est propice en quoi que ce soit à la démocratisation du monde musulman. Qui plus est, sur ce plan, Barack Obama peut penser que Oussama Ben Laden a raison. Oussama Ben Laden a dit dans le monde arabe, on regarde qui est le cheval fort et qui est le cheval faible. Et on suit le cheval fort. Pendant des années, les États-Unis ont été le cheval fort. Donc en gros, les régimes qui étaient pro-occidentaux, entre guillemets, étaient récompensés d'une certaine manière. Donc il y avait une incitation à aller dans cette direction. Maintenant, les régimes qui sont récompensés sont les régimes anti-occidentaux. Donc, et qui plus est, les États-Unis se retirent complètement dans une forme de débâcle volontaire de la part de l'administration Obama. Donc il est tout à fait clair qu'actuellement, dans le monde arabe et dans le monde musulman en général, on considère que le cheval fort, c'est l'Iran et c'est les frères musulmans. Et donc à partir de là, on suit le cheval fort et on va dans la direction du cheval fort. Donc par rapport à cela, il y a une réponse qui est possible. Israël peut montrer qu'il est le cheval fort dans la région et je pourrais expliquer comment. Je dirais que la clé de tout, c'est de se donner les moyens que le régime iranien tombe. Le régime iranien tombe, le régime syrien tombe, le Hezbollah tombe aussi. Et si vous écartez cette possibilité, qu'est-ce qui reste? La guerre. Si j'écarte cette possibilité, je dirais si tu veux la paix, prépare la guerre. C'était une phrase de Jules César. Et si on t'attaque, sois dans une position réellement dissuasive. Mais être dissuasif, c'est même pas, à mes yeux, pratiquer œil pour œil, dent pour dent. C'est pour une dent toute la mâchoire. Et puis après, on discute. Je pense qu'Israël a tous les moyens de gagner si jamais on lui déclare la guerre. Je pense qu'Israël est un pays puissant. Je pense qu'Israël est beaucoup plus puissant que beaucoup de gens ne l'imaginent. Je pense qu'Israël a non seulement la force, mais qu'Israël a l'intelligence et la créativité. Et ce qu'on a vu dans le cours de l'histoire, c'est que les régimes dictatoriaux, les régimes fanatiques, perdent par rapport au régime où il y a de la liberté. Pourquoi? Parce que les gens qui sont du côté de la liberté savent pourquoi ils se battent et pourquoi ils agissent. Alors que ceux qui sont au service d'une dictature ne servent qu'un dictateur. Et dès que le dictateur tombe, eh bien, il se retourne. C'est une réalité qui s'est toujours vérifiée. Regardez la guerre de 67, regardez la déconfiture de l'armée égyptienne. Et je pense que les dirigeants égyptiens, d'ailleurs, en ont tiré les leçons et que l'Égypte n'est pas prête de réattaquer, même attaquer en traître. Comme pour la guerre du Kippour en 73, ça devient très difficile avec les satellites, avec les moyens de détecter les mouvements militaires aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cela. Et sur ce plan, Israël a 10 longueurs d'avance, 100 longueurs d'avance. Il ne faut pas l'oublier. Au mois de septembre, l'Assemblée générale des Nations Unies va reconnaître la fiction et l'utopie palestinienne et un certain nombre d'Israéliens, nombreux, veulent aujourd'hui voir la loi israélienne et
s'établir sur la Judée-Samarie, c'est-à-dire une annexion pure et simple, légale, juridique. Quelle serait, à ton avis, la réaction aux États-Unis et en Europe? La réaction en Europe à cette initiative qui, à mes yeux, serait pleinement légitime, serait une hostilité généralisée, mais l'hostilité européenne, ce n'est pas grave. L'Europe a tellement de problèmes intérieurs à régler, elle est déjà dans une telle déconfiture qu'elle peut parler, ça n'aura pas d'impact. Regardez ce que la France et la Grande-Bretagne, maintenant l'Italie aussi s'est trouvée embringuée là-dedans, font en Libye. Quand vous n'avez pas l'armée américaine, vous avez affaire aux pieds nickelés. Donc l'Europe est sans puissance, sans détermination, sans capacité de décider quoi que ce soit. Et je dirais que sur ce plan, il y a un proverbe arabe, mais l'Europe étant de plus en plus arabe et musulmane, ça peut s'appliquer à elle. Les chiens aboient, la caravane passe. Donc les chiens européens peuvent aboyer. Ça n'est pas grave, ça n'est pas déterminant. Ce sont des chiens castrés. Et les Américains? Pour ce qui concerne les États-Unis, je dirais que face à ce type de décision en septembre, sachant que qui plus est, en septembre, vous aurez Durban 3, la 3e conférence mondiale antisémite, et qu'elle est organisée pour le 10e anniversaire du 11 septembre. C'est d'une indécence absolue. Bon, dans ce contexte, je pense que l'administration Obama pourra parler, elle sera à 1 an de l'élection, mais je pense que le peuple américain comprendrait parfaitement la décision d'Israël à condition qu'elle soit expliquée. Et ça, c'est ce qui doit être fait et ce qui devra être fait impérativement. Je pense que les dirigeants israéliens doivent s'adresser au peuple américain au-delà de pantins gauchistes et islamistes ou pantins des islamistes. Vous pouvez mettre les mots dans l'ordre que vous voulez, façon Obama. Vous allez dans l'Amérique profonde, l'Amérique réelle, celle qui commence à 20 km, c'est d'ailleurs Netanyahou qui a dit cela une fois, celle qui commence à 20 km de New York et qui s'achève à 20 km de San Francisco, ce sera compris. Dans cette Amérique-là, on sait parfaitement qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire. On sait parfaitement ce que c'est qu'un terroriste. On sait parfaitement ce que c'est que la liberté. Donc si Israël parlait dans ces termes, je pense que ce serait compris. Et je pense que c'est ce qui doit être fait. Et d'ailleurs, quand je disais qu'il y a des possibilités pour Israël d'agir, je pense qu'Israël devrait sortir d'une posture défensive aussi rapidement que possible. Je pense qu'Israël devrait adopter une position offensive. Qu'est-ce que j'entends par là? Non pas mener la guerre, mais simplement dire l'histoire c'est celle-là. Et ce n'est pas la falsification de l'histoire que vous essayez de nous faire avaler. Montrez-moi où était le peuple palestinien dont vous me parlez en 1948. Et qu'est-ce qu'ils appellent la Nakba? C'est l'impossibilité, l'échec, la faillite pour eux d'avoir tué l'ensemble du peuple israélien, l'impossibilité d'avoir réalisé une seconde Shoah 3 ans après l'autre. C'est cela qu'ils appellent la Nakba. Eh bien tant mieux qu'ils restent dans leur Nakba et qu'ils y croupissent. Si c'est cela, je veux dire.